Hello les amis, juste pour vous dire que vous allez voir, j'ai eu un petit souci avec l'appareil photo, ce qui fait que l'image par moment est un petit peu floue. Mais rien de très grave, j'espère que le concept vous plaira. Bonne vidéo à tous. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ça fait plusieurs semaines que j'accueille des invités sur la chaîne. J'ai eu Zach, j'ai eu Guilhem, j'ai eu Max, Alex, etc. Mais aujourd'hui j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'avoir sur la chaîne Monsieur Willou. Salut William, comment ça va? Ça roule, nickel. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. Et ouais, non, très content d'être là. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais ça va être sympa, j'en suis sûr. Bah ouais, on s'est envoyé quelques mails juste avant pour discuter de ce petit format. En gros, on va partir sur un tu préfères version foot. C'est-à-dire qu'on va opposer deux idées, deux propositions. Ça peut être un peu n'importe quoi, histoire juste de défendre nos idées, de défendre nos opinions. De dire aussi 2-3 vérités au passage pour parler foot librement. Voilà, qu'on passe un bon moment en gros. J'espère que t'es chaud, on peut partir sur la première. Dire des vérités, on va essayer, c'est pas facile, mais soyons ambitieux, allez. Je vais te lancer sur la première, histoire Allez. de commencer. Tu as l'occasion de revenir dans le passé. Tu préfères avoir une place au Camp Nou en 96 pour aller voir R9 avec le Barça, ou avoir une place en 87 pour aller voir Maradona au Stade San Paolo à Naples? Bonne question. Moi j'aurais dit 92 pour voir le Barça de Cruyff plutôt. Mais Ouais. non, en vrai, bah écoute, le Camp Nou j'ai déjà été, donc je vais dire Naples, et en plus pour assister à un moment vraiment légendaire. R9, je crois que voilà, je l'ai jamais vu en direct, je pense, mais enfin à part à la télé. Mais Maradona, ce serait assez exceptionnel. Donc ouais, allez pour Maradona. Ouais, je pense que le mythe aussi, c'est un peu plus ancien. Pour moi, j'irais aussi sur Maradona. Parce que R9, comme tu le dis, on l'a vu à la télé. Moi, perso, j'ai même pas eu la chance de voir Maradona à la télé. Il est parti en retraite, j'avais 3-4 ans, donc autant dire que j'ai pas pu le voir. Et puis aussi, je trouve que l'ambiance du stade San Paolo, quand tu revois les images de Maradona à Naples, etc., ça avait l'air d'être carrément. un gros bordel. Il y avait une ambiance de fou quand il arrive, quand il signe, pendant les matchs aussi. Donc je partirai aussi sur Maradona. Surtout si on peut avoir le petit Life is Life, l'échauffement avec Life is Life, ça je suis très chaud. La deuxième, elle est plus perso pour toi. Les gens le savent, t'es supporter de l'OL. Pour cette saison à venir, justement, c'est la question. Tu préfères voir l'OL faire une belle saison, redresser un peu la pente et accrocher, pourquoi pas, une place européenne, ou voir l'équipe de France gagner l'Euro 2024? Facile, l'équipe de France gagner l'Euro, c'est... Franchement... Ah ouais, même pas une hésitation? Oh non, aucune hésitation. Je suis vraiment tombé amoureux de l'équipe de France sur les dernières années. Et l'OL, à l'inverse, accrocher une place en Conference League, ça me fait pas particulièrement vibrer. On est tellement loin de là où je voudrais qu'on soit. Et à l'inverse, l'équipe de France... Et c'est intéressant parce que j'aurais dit exactement l'inverse il y a plusieurs années, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai commencé à suivre le foot. Par exemple, la première Coupe du Monde que j'ai vécue, c'est 2002, mais la 2006, je me souviens que j'étais moins effondré après la défaite en finale au tir au but contre l'Italie que quand on avait fait match nul, genre quelques semaines plus tard en Ligue 1. Genre ça m'avait mis vraiment mal. L'équipe de France à l'époque, moins. Mais maintenant, non, ça a grave changé. Franchement, les Bleus, je suis vraiment tombé amoureux sur les dernières compétitions. On a vécu des émotions tellement fortes. Juste l'autre jour, là, genre hier, je crois que j'étais en train de revoir des images de la finale. Je sais plus si c'était la compile de Mbappé ou pas, mais je suis retombé sur c'était une petite vidéo qui montrait la réaction de Messi sur la frappe de Kolo Muani à la toute fin de la prolongation. Et c'était une juxtaposition des deux images. Et bref, en gros, à chaque fois que je revois ces images, moi, j'ai tellement mal en fait. Genre la douleur, elle est toujours hyper forte. Pareil pour l'Euro, je veux dire, l'Euro contre la Suisse, moi ça m'a mis vraiment mal aussi parce que j'aimais grave cette équipe, j'aimais grave le Pogba de cet Euro là. Donc non, sans aucune hésitation possible. Et en plus, ce serait très bon pour le business. L'équipe de France qui gagne l'Euro, clairement. Ah ouais, donc aucune hésitation, même pas. Parce que je sais que le débat revient souvent, par exemple pour les supporters du PSG, quand on leur demande tu préfères que le PSG gagne la Ligue des Champions ou que l'équipe de France gagne la Coupe t'as du mis en Monde. concurrence avec se qualifier pour la Conference League. Après, si tu me dis que l'OL gagne la Ligue des Champions un jour dans ma vie versus l'équipe de France ne gagne plus aucun titre de son histoire, alors là, je vais sur l'OL qui gagne la Ligue des Champions. Là, c'est un truc vraiment spécial. Mais ce qu'à finir 5ème, 6ème de Ligue 1, ça me fait pas du tout vibrer, quoi.
Bah, tu vois, de mon côté, étant donné les émotions très très fortes qu'on a eues avec l'équipe de France, que ce soit en 2018, que ce soit en 2022, même si on a perdu, je pense que c'était l'un des plus gros matchs en termes d'émotions qu'on ait jamais vécu tous. Ouais. J'ai déjà ressenti trop de choses là. Et je pense que je suis pas contre. Bon, en tant que supporter du Stade Malherbe de Caen, tu vois, je vais te parler d'une montée en Ligue 1. Donc c'est à mettre à l'échelle évidemment. C'est comme si je te parle de place européenne pour l'OL. Pour moi, ce serait limite mieux que Malherbe retrouve la Ligue 1, qu'on gagne l'Euro. Alors c'est un parti pris parce que je sais que l'équipe de France, on peut la mettre sur un piédestal. C'est ce qui réunit un peu tout le pays. Mais de mon côté, je suis quand même plus chaud de revoir Malherbe remonter en Ligue 1, tu vois. Et qu'on fasse un petit parcours en Euro, pas forcément la gagner. À l'Euro, pardon. Allez, bah, je te repose la question en juin 2024, ouais. On va voir si tu dis la même chose. Parce que c'est toujours, on est toujours aussi un peu plus éloigné des sélections quand c'est pas la période. Mais là, ça se met à devenir la compétition, c'est la période de la compétition. Là, je pense que c'est un truc différent. Mais bref, ok, je respecte la réponse. Celle-là, elle est sympa, j'aime bien. Tu préfères être numéro 10 et jouer face à un milieu Van Bommel, Gattuso, Vinnie Jones, donc 3 bouchées, ou justement être milieu défensif, mais affronter un trio Ronaldinho, Messi, Iniesta. C'est quoi le pire pour toi ? Pas mal, j'aime bien la question. Bah, d'un côté, tu risques de voir ta carrière prendre fin prématurément, et de l'autre, c'est l'humiliation, mais en même temps, c'est face à un trio magique, et en plus à leur époque, il y a un petit peu moins les réseaux sociaux et tout, donc tu vas pas te voir tourner en boucle sur Twitter, machin. Donc peut-être la seconde option, même si je préférerais dans l'absolu être numéro 10. Allez, non, la seconde option, parce que la première, elle est très très dangereuse, et en plus, Van Bommel, je pense que je pèterai un câble en face. Donc ça. Bah, je pense que dans la deuxième aussi, tu peux te finir sur des compilations type Boateng qui s'était fait humilier face à Messi. On la ressort encore aujourd'hui, alors que bon, ça fait, je sais pas, 7-8 ans que c'est passé. Mais dans le cas inverse, on se rappelle moins souvent du mec qui s'est pris un caramel, un gros tacle, tu vois. Quand il y a Gattuso qui sort des tacles, on n'est pas capable de citer un joueur qui s'est pris un gros tacle de Gattuso. Ouais, c'est sûr. Peut-être on parle d'Iniesta, Coupe du Monde 2010 en finale, quand il y a Van Bommel qui lui met 2 ou 3 tacles ultra limite et qui prend qu'un carton jaune. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que je partirais sur la deuxième pour pas prendre trop de risques pour ma carrière. Bah ouais, c'est moins dangereux. Mais t'as le petit risque au fond. Franchement, te retrouver sur une compilation pendant des années et que ça traîne à l'heure des réseaux sociaux, c'est pas très drôle aussi. Ouais. Mais je partirais sur la deuxième. Que ça arrive quoi qu'il arrive. Hein. De toute manière, tout le monde prend sa compile. Je pense que tu peux trouver une compile de tout le monde à la fin. Et à la fin, on sait aussi que même si t'as des moments où tu te fais humilier par X, par Y, bon, après, c'est toi et ton histoire. T'as ton armoire à trophées derrière, t'as ta grande carrière. C'est clair. Bon, c'est la crainte de l'humiliation. En vrai, je pense que si t'es... je pense que tu passes par-dessus assez facilement quand même. Imagine, tu es entraîneur, tu es en 8ème de finale retour de Ligue des Champions, tu as gagné 3-0 à l'aller. Tu as un effectif plutôt complet qui te permet de changer de système. Est-ce que tu gardes celui qui t'a fait gagner à l'aller ou tu bétonnes en modifiant complètement ton système ? Non, ça, Est-ce que tu joues la continuité ou la prudence ? Ouais, très facile, tu gardes exactement la même chose. Enfin, je pense que si tu as gagné 3-0 à l'aller, a priori, c'est que... Enfin, je sais pas, 3-0, ça se renverse vite. Hein, si tu pars dans une posture défensive où l'idée c'est de tenir pendant 90 minutes. Voilà, on est français, on a eu quelques exemples sur les dernières années. Donc, c'est clair. Forcément, repartir sur la même optique. Et ouais, je veux dire, il n'y a pas de raison a priori. Et puis même, au-delà du résultat à court terme, je pense que... prenons le cas où tu switches un peu de système, tu perds 2-1, donc tu te qualifies, pas de problème. Ouais. Pour la suite de la saison, je pense que ça envoie quand même de mauvais signaux à ton groupe et à ton vestiaire, de se dire, ok, le mec croit pas suffisamment en notre plan A, et il est prêt à switcher parce qu'il redoute un petit peu l'adversaire. Je pense que c'est bien de partir sur une optique où t'as gagné 3-0, ton plan A il est correct, bah... keep going. Okay. Après, tu peux faire des ajustements en cours de match si besoin, genre. Mais en tout cas, sur le plan A du retour, non, je garderai la même chose. Ouais, je te pose la question parce que on l'a vu dans certaines confrontations qu'il y a des entraîneurs un peu frileux qui vont passer d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 avec bien plus défensif entre guillemets. Donc pour moi, je partirais aussi là-dessus. Après, on n'est pas entraîneur évidemment, donc il y a aussi des choix à faire. Mais en soi, l'idée du bus me déplaît pas complètement non plus. Je sais que ça peut faire
parler évidemment, mais quand tu parles de l'exemple le plus connu, celui de Mourinho, avec le Barça évidemment, l'Inter en 2010 contre le Barça, bah l'Inter est parti sur un bus, mais aurait très bien pu en prendre 4 ou 5. Donc là, c'est le contre-exemple qui confirme un peu la règle. Et je suis d'accord avec toi, je miserais plus sur la continuité. Ouais. Mais il y en a qui peuvent justement privilégier l'aspect défensif, de bétonner, de se dire allez, on va mettre du barbelé, quitte à faire un match horrible, quitte à brouiller le jeu, à faire des tacles. Puis il gagne pas 3-0 à l'aller, il gagne 3-1 avec la règle des buts à l'extérieur. Ouais. C'est un scénario beaucoup plus dangereux. Et puis c'est Mourinho, il n'a pas une identité protagoniste extrêmement forte à la base qui lui a permis d'aller chercher ce 3-1. Donc je pense... Non, je pense que si tu as gagné 3-0, reste sur la recette qui t'a fait gagner 3-0 en gros. Si tu avais été un joueur professionnel, t'aurais préféré, donc c'est hypothétique bien sûr, rester toute ta carrière. Comment ça, c'est hypothétique ? Non, je dis c'est hypothétique parce qu'on est là à parler en face à face, mais on n'est pas sur un terrain, c'est pour ça on a du mal à se mettre en perspective. Mais si tu avais été un joueur pro, tu aurais préféré rester toute ta carrière dans un seul club, à la Giggs, à la Totti, etc. Ou plutôt découvrir des nouveaux championnats et bouger un peu partout. Bah, si j'ai la garantie de faire une carrière à la Giggs ou à la Totti, ouais, ça c'est devenir être aussi fort, être la légende d'une ville et tout, c'est pas mal. Après, personnellement, connaissant ma personnalité, je pense que j'aurais bougé. Parce que la vie est très intéressante à cet âge-là. Je pense que la perspective même, pour beaucoup de footballeurs, de faire découvrir de nouvelles cultures à leurs familles, à leurs jeunes enfants et tout, c'est assez attirant. Donc ouais, je pense que 4-5 ans dans un... Après, idéalement, j'ai pas envie d'être en itinérance constante. Et je sais qu'il y a aussi, quand on parle de vie familiale, il y a pas mal de footballeurs qui, sur la fin de leur carrière, quand ils enchaînent, genre 3 clubs en 4 ans ou quoi, ils sont plus en train de déménager avec leur famille. La famille reste là où ils ont établi leur vraie vie. Et lui, il vit un petit peu en mode travailleur détaché, long distance relationship et tout. Et ça, ça c'est pas le truc qui me ferait kiffer. Donc, idéalement, dans ma carrière, il y a genre 3-4 clubs et une progression assez linéaire, où tu finis, je pense, par une dernière pige aux États-Unis, parce que pour moi, c'est la fin de carrière parfaite en MLS, tranquille, même pour ta... ou les infrastructures américaines, et puis pour ta famille aussi, faire découvrir un peu cette culture-là à mes enfants. Donc ce serait ça, mais avec une progression linéaire et genre 7-8 ans dans des très très gros clubs, si possible. Ok. Bah, tu vois, moi, si je devais me mettre en perspective avec le Stade Malherbe de Caen, évidemment que je me verrais bien faire toute ma carrière à Caen, mais ça, c'est une utopie. Je pense que si tu as des opportunités aussi de bouger, les exemples à la Giggs ou à la Totti notamment, Totti qui avait pu aller au Real à de nombreuses reprises et qui a toujours refusé, c'était qu'il y avait un attachement, c'était qu'il y avait bien plus que du foot. Ouais. Ça, tu peux pas l'inventer. Si tu arrives dans un club, que ça se passe bien, que ta famille se passe bien, que tes enfants ont des amis sur place et tout, et que tu gagnes bien ta vie dans un cadre idéal, c'est compliqué de bouger. Après oui, si au contraire, comme tu l'as très bien dit, tu as envie de découvrir autre chose, que ta famille te fait ressentir le besoin, que tu as besoin de bouger, ça peut être très cool d'aller découvrir la Bundesliga, la Serie A, voire plus, d'aller en MLS sur la fin. Messi qui va à Miami, je pense que tu peux pas rêver mieux comme fin de carrière, même si j'aurais préféré qu'il aille en Argentine. Je pense que je suis pas tout seul, pour un petit retour aux sources, tu vois, ça aurait été sympa. Mais ouais, comme tu l'as dit, un petit 2-3 clubs, peut-être 2-3 clubs histoire d'eux, et d'aller finir au soleil tranquille pour que ta famille soit bien, c'est pas mal aussi. Après, à ta décharge, je pense que c'est plus facile de rester 20 ans à Rome que 20 ans à Caen. Mais ça, c'est mon avis. Allez hop, moi je vais quitter cette vidéo tout de suite. Non, je rigole. Mais ouais, le Stade Malherbe de Caen, d'ailleurs, on n'en a eu qu'un seul, c'est Nicolas Seub, le reste n'a pas bougé. Et d'ailleurs, les exemples de joueurs qui restent dans un club sont de plus en plus rares. Donc je pense qu'on est plus sur ta réponse que sur ma première réponse, entre guillemets. Il y en a de moins en moins qui font un seul club aujourd'hui. Ouais, je pense que même niveau évolution salariale, il n'y a rien de plus rémunérateur que la mise en concurrence avec d'autres clubs. Ouais. Les joueurs, quand ils font des grands gaps salariaux, comme dans la vie professionnelle normale, c'est quand ils changent d'entreprise, quand ils changent de club. Donc, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais ça joue aussi, c'est sûr. Pareil, imagine si tu avais été joueur pro, je reste un peu dans le même domaine, tu aurais préféré avoir une très belle carrière individuelle sans avoir un gros palmarès, genre Van Persie par exemple, qui a fait une grosse carrière individuelle, mais qui a gagné une coupe UEFA et une première ligue, je crois.
ou alors plutôt avoir une carrière plus modeste, mais tu as été champion du monde avec ton pays. Un peu plus compliqué celle-là, mais... Ouais, en vrai, je pense que c'est assez simple quand même. Mais peut-être, Vas-y, donne-moi un exemple sur le joueur qui est champion du monde avec son pays, mais qui a eu une carrière modeste. Bah, tu prends des exemples de la France 2018, Allez. type un Rami qui a une carrière, on va dire, modeste, même si tu as eu Lille, etc. Un Djibril Sidibé, qui a une carrière assez modeste, mais qui est champion du monde. Thauvin, bon, il a quand même une grosse hype quand il était à l'OM. Mais disons un Sidibé, tu vois, qui a fait une bonne carrière à Monaco. Ok, c'est facile, je préfère être Van Persie, parce que, en fait, si j'étais associé assez fortement au sacre de champion du monde, c'est différent. Genre, si j'avais joué des matchs, tu vois, typiquement, même un Fekir, il a joué en 2018 des bouts de match, il a failli marquer un moment, il me semble que c'était contre la Belgique, demi-finale. Il était un peu le super sub de Deschamps et il rentrait régulièrement. Pour moi, lui, il peut se dire j'ai gagné la Coupe du Monde. Rami, sauf erreur, il n'a pas joué une seule minute du mondial. Donc, quelque part, il y a toujours ce truc un peu ouais, t'es champion du monde, mais avec une petite astérisque, entre guillemets. Alors que avoir la carrière d'un Van Persie, avoir marqué des centaines et des centaines de buts en Première Ligue, tous ces souvenirs très forts, bon, même remporter une PL, c'est totalement extraordinaire. Lui aussi, il a des moments marquants avec sa sélection. Donc non, en vrai, je pense que même, tu vois, l'exemple le plus extrême, c'est Harry Kane. Genre, Harry Kane n'a toujours pas gagné un trophée à son âge, à son âge avancé, à son grand âge, même s'il n'est pas si vieux que ça. Et pourtant, en vrai, sa carrière... il est le capitaine de l'Angleterre, un des joueurs iconiques de cette génération. C'est pas une mauvaise carrière en vrai. Et honnêtement, je pense que même si gagner un titre, c'est une perspective très kiffante, tu partages ça avec un groupe, etc. Je pense que la plupart des joueurs, normal, c'est un sport, c'est le plus individuel des sports collectifs, le foot. Je pense que la plupart des joueurs répondraient quand même la première version. Tu préfères que ton nom à toi et que ta vie à toi, ta carrière soit la plus excitante, ton nom soit orné de lettres d'or, soit orné de reflets d'argent, plutôt que d'avoir été un tout petit role player dans une grande épopée. Mais après, la Coupe du Monde, c'est spécial. C'est vrai que si tu prends les deux exemples les plus opposés, il y avait très bon exemple celui de Fekir, il y avait Nzonzi aussi qui rentre en finale, qui a une belle petite carrière individuelle et qui du coup rentre dans une finale de Coupe du Monde, ce qui est pas rien. Mais ok, donc on partirait plus sur Van Persie et je pense que là-dessus, je disais compliqué au début, mais je pense que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui vont dire la même chose. Quand tu as une grande carrière individuelle, c'est quand même plus sympa sur le papier, surtout si tu as mis des gros bangers à la Van Persie, des reprises de volée de fou, etc., des grands moments qui restent. Ouais, je préfère être Van Persie que Rami et je préfère être Kane que Sidibé. Mais par contre, si tu me poses la question, est-ce que tu préfères être Van Persie ou Fekir, comme tu as dit, ouais, peut-être là c'est un peu plus, c'est pas parce qu'il est lyonnais, mais juste un type Fekir par rapport... en vrai, je préfère ne pas m'être fait les croisés deux fois, mais genre un type Fekir qui a, disons, eu un impact dans cette campagne de Coupe du Monde, même si pas un impact majeur, ça c'est peut-être un peu différent, mais ouais, je dirais ça comme ça. Équipe de France cette fois-ci, on va parler mauvais souvenirs, malheureusement, je vais devoir passer par là. Tu préfères que Zidane ait résisté au chambrage de Materazzi et ne mette pas son coup de boule en fin de match, du coup qui finissent la rencontre, la finale 2006, ou que la frappe de Gignac en 2016 fasse poteau rentrant. 92e contre le Portugal du coup. Ouais. 93e je crois. En vrai, l'Euro 2016, perso, je le vis très bien. Parce qu'il y a eu la Coupe du Monde 2018 derrière et je pense que ça fait même partie de ce parcours, ça fait partie de cette histoire. Quand dans 30 ans on écrira le livre d'or de la génération Didier Deschamps, etc., ou le documentaire Netflix, ça quelque part c'est un peu la origin story de notre parcours en Coupe du Monde 2018, donc ça me dérange pas. Et Zidane 2006, en vrai c'est tellement mythique, légendaire, et à l'époque ça m'a pas tant fait mal que ça. En plus, il prend pas son rouge, on n'a pas de garantie de gagner la finale derrière non plus. Donc, c'est ce que j'allais dire juste après, Ouais, donc en fait, en vrai, les deux options me vont. Le seul truc que je changerais, genre, il y a aucun truc que je changerais peut-être, parce que ça fait partie un peu de cette histoire. Le truc que je changerais, à la rigueur, c'est, tu me dis, Trezeguet rate pas son tir au but, ou alors Kolo Muani, sa frappe rentre. Ça, il y a beaucoup de choses que je changerais dans le monde du foot pour que la frappe de Kolo Muani rentre. C'est le truc principal, je pense.
Ouais, comme tu l'as dit, du coup, même si Zidane ne prend pas son rouge, on n'est pas à l'abri que Trezeguet rate pas son péno une deuxième fois, on n'est pas à l'abri que l'Italie marque, parce que je crois qu'il prend son rouge à la je sais pas, 105e ou 110e, quelque chose comme ça, il doit rester au moins 10 minutes. Donc voilà, le match n'a pas changé, alors que Gignac, par contre, c'est 92e, donc là, a priori, il restait 2-3 minutes peut-être de temps additionnel. C'était quasiment sûr que l'équipe de France l'ait fait. Mais comme tu l'as dit, le mythe 2006 fait partie aussi du charme de l'équipe de France. Cette fin de carrière un peu bizarre de Zidane, mais à la fois mythique, ça fait partie du personnage et on le raconte, les documentaires peuvent être que très beaux avec ça. 2016 quand même, moi ça m'a fait un petit peu mal, parce que je nous voyais à domicile en plus, en France, c'était beau, il y avait les fan zones, en fait on revivait un petit peu après les années de galère. On avait battu les Allemands qui nous avaient battus en 2014, donc il y avait on avait l'impression d'avoir fait le plus dur contre les Allemands, et le Portugal ça a fait mal. Franchement, moi, ça m'a fait un petit peu mal à l'époque. Mais bon, 2018, on s'est rattrapé, donc l'histoire est belle. Et voilà, je pense que la suite logique, 2014, 2016, 2018 aussi, le cheminement a été joli. Et on peut pas réécrire l'histoire comme ça, donc ouais. Je partirais en vrai, peut-être... l'histoire que je réécrirais, c'est plus l'histoire récente, comme j'ai dit, Kolo Muani, mais aussi contre la Suisse. En vrai, contre la Suisse, aujourd'hui encore, je pense que ça me fait plus mal que 2016. Parce que après 2016, il y a eu ce qu'il y a eu. Et en plus, j'ai rien contre les Portugais, ça fait son titre à Cristiano Ronaldo. En vrai, comme pour l'Argentine, c'était un peu ma consolation. Quand on kiffe la grande histoire du foot, c'était le titre de Messi, etc. Mais l'Euro 2021, celle-là, je l'ai encore en travers de la gorge, parce que même s'il y avait des soucis dans cette équipe, il y avait tellement de qualité, et ça s'arrête tellement vite, tellement tôt, c'était hyper frustrant. Donc c'est ça le truc que je change. Je triche, mais c'est ça que je change. On va s'en faire une dernière. Là, c'est vraiment un avis direct. Tu joues en 4-2-3-1, t'es coach. Pour numéro 10, tu préfères mettre Mesut Ozil ou Juan Román Riquelme. C'est souvent des noms qui ressortent en fait dans les vidéos de joueurs qui ont été beaucoup appréciés dans un style un peu similaire de joueurs ultra doués, de magiciens un peu nonchalants. Quel est, toi, ton avis perso, Riquelme ou Ozil en 10? Honnêtement, je peux pas... Là, c'est plus de l'affect, je parle, mais... Ouais, mais... j'ai pas suffisamment de background tactique sur Riquelme, son apport, etc. Donc dur pour moi de répondre honnêtement à cette question. Je pense que... Vas-y, toi, qu'est-ce que tu dis? Ça m'intéresse. Quand tu revois les images, les deux sont dans un style un peu similaire. Comme je l'ai dit, c'est deux joueurs qui avaient une qualité exceptionnelle de vision du jeu, qui jouaient un peu en marchant, un peu nonchalant, mais qui était capable de débloquer des matchs sur un coup de génie, sur un coup de patte, sur une passe en profondeur, je pense qu'il rentre un peu dans cette définition de joueur un peu romantique, comme on le dit souvent, les romantiques sont un peu morts. Après, selon moi, je dirais Riquelme, mais comme tu l'as dit aussi, on l'a pas vu jouer vraiment. Coupe du Monde 2006, on était trop jeune pour le voir, pour avoir des vrais souvenirs. Il y a des bouts de match qu'on revoit, c'est assez fou, c'est impressionnant. J'aime bien aussi l'idée il est revenu à la fin, à Boca Juniors, tu vois, où il finit sa carrière là-bas. Il y a des belles images de carrière. Pour moi, ça aussi, ça fait partie ça rentre un peu dans le charme du joueur. Ouais. Un joueur qui vient en Argentine, qui va en Europe, qui revient après, qui a eu quelques échecs aussi, comme Ozil. Riquelme à Barça, ça n'a pas forcément beaucoup marché. Ozil a eu des échecs aussi, il y a eu des périodes de déclin. Moi, je partirais sur Riquelme plus pour le mythe un petit peu, tu vois, de ce qu'il représente dans les souvenirs de foot. Mais bon, de ce qu'on a vu, je partirais sur Ozil parce que le joueur, il y a des matchs individuels où il est monstrueux, il y a des actions où il fait toute la différence tout seul, la passe contre la France, la passe aveugle aussi contre la France. Enfin, il y a des moments de fou. Mais pour le charme, je partirais sur Riquelme. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Ouais, honnêtement, j'ai pas un avis très marqué sur cette question. Pour moi, les deux sont relativement similaires. Peut-être si tu m'opposais plus différents profils de milieu offensif. Si t'as envie de changer un peu la question, pas de souci, évidemment. Par exemple, récemment, j'ai fait une vidéo sur Tevez. Et ça, c'est le genre de joueur que j'aimerais bien avoir dans cette position. C'est pas un 10 pur, mais c'est un second attaquant qui décroche, qui a une frappe de l'extérieur de la surface titanesque, les efforts défensifs, l'agressivité, l'intensité. Ça, en vrai, je vais dire, c'est plus mon type de joueur que des joueurs... peut-être je suis moins romantique, entre guillemets, les numéros 10, tempo lent, etc. C'est stylé, il n'y a rien à dire, c'est... Évidemment, j'aime le foot, j'aime ça, mais j'aime peut-être moins que des gars qui sont extrêmement intenses, énergiques, des piles, des batteries comme Tevez.
Ou alors mon joueur romantique ultime, mais parce qu'il est plus que ça, Dennis Bergkamp, qui est pas un 10 pur non plus, mais aussi second attaquant que tu retrouves un peu dans ces positions-là. Donc ouais, je dirais un de ces deux-là, deux de mes joueurs préférés, vraiment à moi. Ok. Tu sais qu'en faisant la question, j'ai failli mettre Bergkamp à la place de Riquelme. Bon bah là, t'aurais ta réponse directe. Bah ouais, je sais. Et en plus, en fait, je pensais, vu que dans le 4-4-2 de Wenger, il était plus second attaquant que vraiment 10. Tu vois, je me suis dit que ça rentrait moins en comparaison. Bon, du coup, si j'avais mis Bergkamp, tu l'aurais dit direct, j'imagine. C'est ça. Bah écoute, merci. Je pense qu'on a fait le tour de quelques questions. Cool. Bah ouais, j'espère que ça t'a plu. C'était génial. Vraiment histoire de parler foot un peu librement. Merci de tes réponses en tout cas. Et merci aussi d'être venu sur la chaîne, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Merci pour l'invite. Non, c'était très cool. Anytime, hein, si tu prévois un second épisode avec plus de questions. Ouais, I'll be there, comme dirait Pep Guardiola, I'll be there. Ok, ça roule. Bah la prochaine fois, j'essaierai de sortir un petit peu du cadre OL parce que j'essaye, comme avec Zach quand j'avais fait la vidéo avec lui, j'étais resté un petit peu dans le cadre LOL parce que c'est toujours agréable de parler avec des supporters, tu vois, d'un club. Mais voilà, cadre OL, c'est pas le moment, mec, c'est pas le moment. On verra dans 3 mois, si vous êtes 3ème, peut-être que je referai quelques questions. Non, je rigole. Mais en tout cas, merci à toi. Et puis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez quelques petites réactions aussi sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à les mettre comme d'habitude. Nous, on se retrouve lundi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous. Ciao. Bisous.